Bienvenue sur la FM 100.9. C'est la première de l'année, Gilles, de mes meilleures années. Et aujourd'hui, un animateur de radio invite un autre animateur de radio. C'est pas belle la vie. Bonjour Philippe, bienvenue. Vous écoutez Loire FM 100.9 le samedi à midi et le jeudi à 18h. Et effectivement, c'est la première de cette année 2018. On est reparti pour 6 mois qui nous conduiront jusqu'au mois de juin. Et puis sans doute qu'en juin, on prendra le chemin de l'Italie pour l'été. On a effectivement un invité qui est pas commun, j'allais dire, puisque généralement on s'invite pas entre radios, mais comme j'ai été invité il y a quelques semaines sur RCF, c'était pour moi une question d'honneur et une question de politesse de le recevoir dans mes meilleures années. Jean-Claude Duverger, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à vous tous. Alors je suis très content de vous avoir pour tout un tas de raisons, parce que je trouve que vous êtes une belle personne déjà, je voulais vous le dire en face, parce que généralement... Ça commence fort, il va falloir que j'assure. Généralement on dit des mauvaises choses dans le dos, moi je dis toujours en face, donc vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de passionnant, de passionné même, puisque j'ai fait passionnément, donc on est dans le thème. Absolument. Et là, c'est mes meilleures années, donc on a le temps, on a 1 heure, on va essayer de savoir un peu plus qui vous êtes, votre parcours, et puis un peu vos passions à travers la musique, à travers la culture. Alors, cette question toute simple, qui est Jean-Claude Duverger ? Ouh là là, on a 1 heure, bon bah ça va. Allez, par quoi commencer ? Peut-être par c'est un peu classique, hein, par mes années de jeunesse, parce que ça explique j'ai beaucoup entendu de que vous choses. étiez originaire de Roanne. Voilà, je suis originaire de Roanne. J'ai eu la chance de passer une jeunesse formidable, vraiment des parents aimants, des parents géniaux. Avec mon père, on a découvert le sport. Dès que j'ai eu mon permis de conduire, le premier voyage qu'on a fait, il n'avait pas le permis. C'était à Saint-Thé pour venir à Geoffroy-Guichard. Un des plus beaux souvenirs de ma vie, découvrir Geoffroy Guichard en nocturne, c'est la première 67. Dans les grandes 67. années en plus, c'était la naissance d'un mythe qui allait naître. Victoire contre Lens 3-0, comme si c'était hier, magnifique. Voilà. On est allé voir des grands prix de Formule 1, on a vu des matchs de rugby internationaux, on a fait plein de trucs avec mon père. Passionné de sport Rouen, passionné de sport. De basket alors. La chorale. Voilà. Et oui, alors le dimanche après-midi, on allait soit au rugby, soit au foot, soit au rugby à 13. Il y avait une formidable équipe de rugby à 13 à l'époque. Puis après, à 17h, hop, on prenait notre vélo, vous vous rendez compte l'âge que j'ai, et on se pointait pour aller voir la chorale, championne de France en 59, si mes souvenirs sont exacts. Alors, je vais profiter de vos lumières, parce que vous avez évoqué le sujet, vous avez parlé de rugby à 13. Oui. Et j'ai jamais compris la différence, pourquoi rugby à 13 et rugby à 15 ? Ah ben, la différence, c'est qu'il y en a 2 de moins. Ça, j'avais compris. Là, j'avais compris. Les règles, c'est plus facile de suivre le rugby à 13 parce qu'il y a moins de mêlées, moins de rock. Et le rugby à 13 a connu une très grande période, justement, dans les années 60. Les hasards faisaient que il y avait un industriel dans la bonneterie rouennaise qui s'appelait Devernois. Ouais. C'était le père d'un de mes copains, d'ailleurs. Devernois, on connaît encore l'enseigne aujourd'hui dans le prêt-à-porter. Et cet homme s'était passionné pour le rugby, et donc à Roanne, c'était une des meilleures équipes françaises. Et à l'époque, les 13istes étaient professionnels. Donc il a fait venir à Roanne des grands joueurs de rugby à 15 qui franchissaient la barrière, qui étaient radiés, qui ne pouvaient plus jouer à 15, des internationaux, Barthes, Mantoulin, etc. sont venus à Roanne. Donc vous vous rendez compte, pour un petit gamin comme moi, donc ma passion c'était le sport. Mon autre passion, je suis un peu désolé, ça fait vieux jeu, mais je suis content parce que ça se passe de nouveau très bien pour eux, c'était les scouts. Tout petit, je suis devenu scout. Puis j'ai grandi, j'ai été chef et jusqu'à mon mariage, jusqu'à 25 ans, j'ai dirigé, j'ai fait plein de trucs. Ça vous forme un jeune garçon aux responsabilités et je m'en suis jamais remis de ça. C'est ce que j'allais vous demander un peu. C'est quoi le principe d'être scout ? C'est d'avoir une éducation un peu particulière, d'être dans un chemin tracé. C'est quelque chose qui est catholique. C'est quoi exactement ? Alors scout ? Les scouts. J'appartenais à la branche catholique du scoutisme, mais vous savez qu'il y a des scouts de toute obédience et des scouts laïques aussi. Ce qui est génial dans le scoutisme, c'est que on fait des projets. Partir en camp. À l'époque, imaginez-vous, au début des années 60, moi je suis parti en camp à Font-Romeu, en train. À l'époque, j'étais jamais allé aussi loin. C'était un jour de voyage. On campait, on cuisinait, on faisait le feu pour cuisiner. On se lavait dans la rivière. Une vie un peu. Ça me fait rire aujourd'hui l'écologie, parce que Dieu sait si la vie était écologique. Et puis surtout, on donnait des responsabilités aux jeunes. J'ai dirigé un camp scout de 35 jeunes. J'avais 19 ans. J'avais été formé, mais aujourd'hui, ça serait hallucinant pour la sécurité. Bien sûr que à l'époque, c'était possible. Et faire ça, 3 semaines, loin, ça vous forme quelqu'un. Et du coup, est-ce qu'on est nostalgique de cette époque ou alors on tourne les pages pas du tout. Et c'est la vie qui est comme ça ? Non, vous me demandiez d'où je viens, voilà. Et la troisième chose,
c'est les études. Ouais. Mes parents, c'était pas un milieu intellectuel, mais ils adoraient les livres. Et j'ai eu la chance d'avoir des profs formidables. Là aussi, je leur rends hommage, des profs extraordinaires. Et très vite, j'ai su que je voulais devenir enseignant, que je voulais devenir prof de lettres. Voilà, j'ai fait des classes préparatoires au lycée du Parc, puis ensuite j'ai continué. Voilà. Et ce métier d'enseignant, c'est un métier magnifique. C'est un métier formidable, surtout enseignant de lettres. Parce qu'on fait passer ce qu'il y a de mieux dans la vie, c'est-à-dire la culture. C'est pas l'argent qui compte. Ah, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord, Gilles. Mais le théâtre, la musique, la lecture, les arts au sens large, c'est des lieux d'épanouissement, de grandissement. Et transmettre ça à des jeunes, c'est un pied invraisemblable. Je suis toujours parti au boulot avec le bonheur. Vous vous rendez compte la chance que j'ai eue? J'ai envie de vous dire, c'est tellement beau et tellement passionnant d'écouter des gens qui maîtrisent bien la langue française que c'est vrai qu'on peut assimiler ça à un art finalement d'écouter la langue française. C'est vrai. Et professionnellement, j'ai donc enseigné en lycée, puis un peu en classe préparatoire, puis au collège. Quand je suis arrivé à Saint-Thé, je suis arrivé à Montrénaud, au collège de Montrénaud, début des années 80. Un collège extraordinaire. Il y avait 800 élèves. J'y ai fait du latin et du grec, avec des élèves passionnés. Et puis les hasards ont fait, parce que j'ai été repéré assez rapidement, qu'on m'a demandé de travailler à l'école normale, c'était la fin de l'école normale, puis ensuite à l'UFM. Donc j'ai, pendant 25 ans, presque 25 ans à Saint-Thé, formé les futurs enseignants du premier degré, maternelle, école élémentaire. Et là aussi, un bonheur formidable. Essayer de transmettre la passion, essayer de dire à ces jeunes, souvent des filles qui arrivaient, vous allez faire le plus beau métier du monde, c'est évident. C'est-à-dire vous allez rendre des enfants intelligents. Être enseignant, c'est ça. C'est permettre à des enfants de devenir encore plus intelligents, de découvrir que la vie est merveilleuse, que s'ils ouvrent les yeux, ils ont devant eux plein de choses passionnantes. Et alors là, je peux vous dire que je connais pratiquement, je ne veux pas dire pratiquement, mais un nombre considérable d'écoles du département. Parce que j'allais voir mes étudiants qui étaient stagiaires un peu partout dans des écoles rurales. Et je rencontrais des enseignants passionnés, des gens qui gagnent correctement leur vie. On ne va pas pleurer, les enseignants, ça va. Mais qui font briller les yeux des enfants. Quand vous voyez des petits-enfants de maternelle avec un jeune de 25 ans qui leur dit on va faire de la poésie, mais qui lui apprend des poèmes et récite. Et je le vois, c'était à Saint-Jean-Bonne-Font, je le vois encore. Mais moi, j'ai vous savez, les poils qui se dressent, des frissons. Et puis j'ai des dizaines d'exemples comme ça. Donc, la culture, cette chance, les scouts, et puis la passion du sport. Voilà, quand je suis arrivé à Saint-Étienne, j'étais déjà sur les rails. Et comment on arrive à Saint-Étienne? C'est une demande le hasard. Ça a été les hasards de la vie qui ont fait que je travaillais dans un autre endroit. Personnellement, j'avais envie de partir. Et j'ai postulé pour Saint-Étienne. Je peux vous dire un truc rigolo. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, j'ai reçu le papier me disant où j'étais nommé, et j'étais nommé au collège de Montrénaud. Moi, je disais Montrénaud, ça se prononce comme ça, je suis désolé. Et je demandais... C'est comme mon plaisir. Voilà, je demandais Montrénaud, c'est où? Et les gens me regardaient en me disant non, c'est Montrénaud. Voilà, et j'ai un souvenir, là, j'ai passé 5 ans dans ce collège. On a semé un peu la perturbation. Moi, j'aime bien semer un peu la perturbation. Quand on est sur Roanne, on a un peu ce sentiment à Saint-Étienne d'être assez éloigné de la population rouennaise. Et quand on écoute un peu les gens de Roanne, ils ont tendance plutôt d'aller sur Lyon que de Saint-Étienne. Donc pourquoi monsieur Jean-Claude Duverger choisit de venir à Saint-Étienne plutôt qu'à Lyon, qui est une grande ville? Non, il y a aucun souci. Je vais vous dire. D'abord, surtout à mon époque, il n'y avait pas d'université à Saint-Étienne. Moi, je suis allé à Lyon pour faire mes études à la fac, enfin en classe prépa puis à la fac. Il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas d'autoroute. Tout le monde allait naturellement à Lyon. Donc s'il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas encore de polémique alors. Oui, mais surtout, c'est par certains côtés, c'est le foot. Ouais. Moi, j'étais amoureux de cette équipe tout de suite. Et quand je suis venu à Saint-Thé, je n'étais jamais rentré dans la ville. Je m'étais toujours garé sur le parking de Geoffroy Guichard. Alors, je l'avais traversé 1 ou 2 fois pour aller vers le puits. J'avais un souvenir
pas très gai parce que Ouais. début des années 80 et même les années d'avant, la Grand-Rue c'était pittoresque, mais enfin c'était pas Non, Lyon. J'aurais hein. peut-être pas ce mot parce quand on fait le comparatif aujourd'hui, on se dit que finalement dans ces années-là, il y avait tellement plus de vie qu'aujourd'hui que C'était autre chose. c'était autre chose. Mais l'avantage qu'on a nous à Saint-Étienne, c'est qu'on a un repère, c'est finalement c'est cette grande rue, Tout à fait. à gauche ou à droite, mais la base c'est la grande rue. Oui, et puis je me suis très vite repéré à Saint-Étienne. Et J'ai adoré cette ville. et puis J'ai adoré cette ville. c'est une légende que les gens sont si sympathiques que ça. Ah non, non, c'est vrai. C'est vrai. Ah bah c'est absolument évident. Nous, Je on s'en peux rend vous pas compte, raconter on est dedans, on est né dedans. plein d'anecdotes. Alors c'est surtout spectaculaire au début quand on arrive. Mais j'ai des voisins qui sont absolument adorables. Fouillant. J'ai professionnellement, j'ai rencontré. Vous savez, dans l'IUFM dans lequel je travaillais, c'était académique. Donc il y avait l'Ain, le Rhône et la Loire. Évidemment, nous, on mettait un point d'honneur, parce qu'on préparait nos étudiants au concours de recrutement, à faire de meilleurs résultats que nos amis lyonnais. Logique. Et les étudiants qui avaient commencé à Lyon et qui venaient chez nous disaient « À Saint-Étienne, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on bosse d'abord ? Qu'est-ce que vous êtes sympa ?» Et puis on avait la chance d'être beaucoup moins nombreux, et d'avoir... je peux vous dire que au niveau français, le département de la Loire, pour le premier degré, est un département qui, pendant des années, ça continue encore, a été considéré comme un peu modèle. Ouais. Parce qu'il y a eu des chercheurs et en même temps engagés sur le boulot, sur le terrain, capables de mettre en place des pratiques à la fois innovantes et intelligentes, et puis à entraîner derrière eux les gens. Parce que c'est un métier de conviction qu'on faisait, c'est un métier de passion. Alors vous comprenez pourquoi, quand on m'a proposé un beau soir de 85 de faire de la radio, j'étais mûr, si j'ose dire. J'avais tout l'ADN bien prêt pour m'y lancer. Surtout quand on enseigne, c'est un peu un prolongement. C'est de parler, c'est de s'exprimer, c'est d'écouter. Alors, je vous taquine, Vous pouvez y aller, il y a quoi, j'y vais, mais c'est exactement l'inverse. Non. C'est-à-dire que un bon enseignant comme un bon animateur de radio, c'est pas à vous que je l'apprends, il fait parler les autres. Oui, c'est ça, écouter. Ce que j'ai Il dit. écoute, voilà, il écoute, mais c'est pas tellement qu'il parle. Là, je fais l'exercice de parler, mais C'est d'habitude. difficile, hein, quand on n'est pas habitué Exactement. d'inverser les rôles. Exactement. Et voilà. Et ce qu'il y a de formidable dans la radio, mais on en parlera certainement. On a encore le temps. On a deux parties encore qui vont venir. Vous aviez tout à l'heure parlé d'être venu la première fois à Saint-Étienne pour voir les Verts, justement. Oui. Est-ce que vous êtes venu aussi à Saint-Étienne quand vous étiez à Roanne pour voir des spectacles? Non. Non, je suis venu. Il y a beaucoup de choses à Roanne. C'est une ville très, très Vous agréable. m'avez Et puis parlé j'avais tout à l'heure plein d'activités. d'une petite anecdote. Vous m'avez parlé que vous aviez vu Jacques Brel. Ah oui, j'ai vu Jacques Brel à Roanne. Ah oui, et ça c'est un très beau souvenir. Jacques Brel, il n'était pas très connu à l'époque, et c'est par les scouts. Vous savez, les assos, c'est pas vous que je l'apprends, on a toujours besoin de sous. Donc il y avait un gala chaque année, et il y avait un chanteur qui venait, ou un film. Et cette année-là, c'était un jeune chanteur complètement inconnu, mais qui était bien dans les milieux un peu cathos qui bougeaient. C'était Brel, Jacques Brel, qui avait cette réputation-là. Et c'était sur la scène du Palais des Fêtes à Roanne, ou du Marivaux, je ne me souviens plus, mais je peux vous dire que ça a été un coup de poing, mais tout le monde s'est dit, mais ce mec, mais il est fou. Il est fou, parce que vous imaginez, les débuts des années 60, c'était 50, 58, 59, c'était quand même pas ce genre de musique. Et puis une force, une violence, une passion, un ouragan. Il un mettait tout ouragan. son corps, Et comme il avait 20 ans. Ouais, tout à fait. Donc c'est... Voilà. Alors quand vous arrivez à Saint-Étienne, vous avez découvert autre chose que la Grand Rue. Vous avez découvert, je pense, le parler gaga. Oui, alors on a un parler à Roanne. Ouais. Mais je crois que tout le monde a son parler finalement. Tout le monde a son parler. On a un accent un peu traînant aussi à Roanne, qui est pas très loin de celui de Saint-Étienne, mais c'est quand même pas le même. Et bon, je m'intéresse aussi à la langue, à l'histoire de la langue. Quand on est un prof de lettres, voilà. c'est normal. Et forcément, le gaga m'a intéressé. Au passage d'ailleurs, on a beaucoup travaillé avec des enfants sur le gaga. C'est super intéressant pour faire de la grammaire, en gros, pour leur permettre de comprendre comment la langue fonctionne. C'était simple, on faisait des enregistrements de grands-pères, et puis on repérait des mots, on essayait de les définir, on essayait de voir aussi la grammaire, parce que vois-tu, moi, le rien que, c'est quand même pas comme ça, théoriquement, qu'on met les mots dans le bon ordre. Voilà. Alors,
Et c'était le début aussi. Il y a eu une époque à Saint-Étienne extraordinaire, le théâtre de poche, vous vous souvenez sans doute. Vaguement, j'en ai entendu parler. Voilà, c'était l'époque où Gilles Chauvet et Jean-Luc Épal commençaient à faire des chansons, des spectacles. Marc Feuillet aussi. Ouais, Avec... on en aura dans quelques jours ou dans quelques semaines, suivant la programmation, Lily Barbier qui viendra à votre place, qui vient de sortir un livre et on va parler de son nouveau spectacle et on parlera, je pense, beaucoup de Gaga. Bien sûr. Et c'était des gens qui faisaient ça avec beaucoup de qualité, je trouve, c'est-à-dire sans aucun mépris, au contraire avec beaucoup de respect et en se moquant avec gentillesse. De cet accent, de se parler. Je dirais que c'est un peu l'esprit stéphanois. Exactement. Ça va très bien avec... C'est se moquer gentiment, mais avec sourire et avec complaisance. Et avec humanité. Et humour. Et pour en revenir au Gaga, on va écouter une première chanson. Il s'agit de Gilles Chauvet avec Le Bénon. Moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette chanson, justement, et puis un peu de Gilles Chauvet, parce que vous m'avez dit que vous étiez un ami depuis très longtemps. Oui. Gilles, on est devenus amis, ça me touche de le dire parce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai un immense respect. Il a un immense talent, il est extrêmement discret et je pense qu'il n'a pas fait la carrière qu'il aurait pu, mais qu'il est très heureux comme ça. Pour le moment, il vit... Vous savez, il y a beaucoup de chanteurs régionaux qui font une belle carrière dans la région et qui s'en satisfont. Tout à fait, c'est exactement le cas. Il est resté libre. Il a fait beaucoup de spectacles et de chansons avec les enfants. Il a écrit aussi beaucoup de textes. Il est très connu à l'extérieur de Saint-Étienne. Il écrit des comédies musicales pour des centaines de lycéens ou de collégiens un peu partout en France. Et bien sûr, il a fait un certain nombre de chansons. C'est ce natif de Saint-Genélaire en Gaga. Et son avant-dernier CD, il y a 12 chansons où il part d'un mot Gaga. Ouais. Alors il y a la gandouze. La gandouze, je vois bien ce que c'est. Voilà, vous voyez bien ce que c'est. Enfin, on pourrait les énumérer. Puis le benon, je savais même pas ce que c'était. Le benon, vous allez écouter. Tout à fait. Allez, on écoute Gilles Chauvet avec Le Benon et on revient juste après. Dans les jardins du Père Volpette. Si j'ai le temps, en remontant, je prendrai le trolley, la place d'Orient. À Saint-Étienne, moi, j'écoute Loire FM. Moi, je suis de Saint-Étienne. À mon accent, vous l'avez deviné. Seconde partie de mes meilleures années pour cette année 2018. C'est aujourd'hui Jean-Claude de Duverger, notre invité. Et j'aimerais juste faire un petit clin d'œil. C'est que le trolley d'Orient, malheureusement, pour les nostalgiques, il n'est plus à Dorian, le trolley. Il n'y a plus de trolley à Dorian. Il n'y a plus de trolley. Il passe juste à Dorian. Jean-Claude, alors, de Roanne à Saint-Étienne. Et maintenant, on va parler dans cette deuxième partie, comment on arrive à la radio. Alors, c'est toujours une histoire de rencontre, la vie. C'est toujours comme ça, hein. Il se trouve que par mon parcours, je suis chrétien, je suis catho, voilà. Ce qui est assez logique quand on est en France. Oui, mais je me suis engagé dans le prolongement du scoutisme aussi, de manière assez régulière. Et quand mes enfants étaient au collège de la Terrasse, on m'a demandé d'être responsable du groupe de parents de l'aumônerie de ce collège. Je l'ai fait avec grand plaisir et j'ai rencontré à cette occasion plein de gens extrêmement sympas, dont un prêtre, le père Louis Tronchon, beaucoup connaissent à Saint-Étienne, un incontournable de la vie stéphanoise. C'est lui qui s'occupait de mon stage quand je suis venu à RCF en 1996. Absolument. Et Louis... Donc on lui fait pareil, un salut amical. Un salut amical, il va très bien. Et Louis, on était devenus amis. Mes enfants ont grandi, donc j'ai quitté ce groupement de parents. Et puis un jour, il me dit, écoute, on va peut-être faire une radio chrétienne. Je lui dis, oui, pourquoi pas. Moi, je m'intéressais beaucoup à la communication, à la presse. Je travaillais beaucoup avec mes élèves. Enfin, c'est quelque chose qui me passionne, la com, bien sûr. Plutôt de l'écrit, alors ? Plutôt de l'écrit. Je lui dis, moi... j'y connais rien. Il me dit, écoute, le pape Jean-Paul II vient à Lyon. À Lyon, à l'époque, en 86. Tout à fait. Et il y a une radio chrétienne à Lyon, œcuménique, moi ça me plaisait bien, Radio Fourvière. Radio Fourvière. Et on a peut-être la possibilité d'obtenir de manière tout à fait provisoire, pour 2 mois, une fréquence provisoire sur Saint-Étienne pour retransmettre ce voyage, et puis peut-être pour ensuite faire un peu de radio, mais en lien bien sûr avec Radio Fourvière.
Et moi, je sais qu'il me dit Louis, je sais que tu es passionné par la culture. Tu viendrais pas faire une petite émission hebdomadaire là de 20 minutes ou d'une demi-heure pour parler cinéma, théâtre, livres. Moi, je lui dis pourquoi pas, hein. Toutes les fois qu'on me propose des coups un peu comme ça originaux, puis découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez connu ça, Gilles, dans les années 80-85, c'était l'explosion des radios libres. Tout le monde causait dans le poste. Il suffisait d'avoir un micro. C'était très musical surtout quand même. Avec beaucoup de musique, mais aussi avec quand même... on parlait beaucoup, on refaisait le monde. Et puis, beaucoup d'effervescence. Ça a commencé comme ça. Donc, on s'est retrouvés à 4 dans un petit local à l'église de Montplaisir à Saint-Étienne. Et on a commencé à faire une demi-heure par jour de radio. Vous voulez dire de radio spécial stéphanois. Stéphanoise. Et puis le reste on du appelle temps, ça un décrochage en gros. Décrochage, voilà. Le reste du temps, c'était le programme quand on pouvait le prendre, parce que pour le prendre à l'époque, il n'y avait pas de satellite, c'était assez folklorique. Ça passait par le téléphone, ça passait par où Non, ça passait par un faisceau Ouais. qui s'est beaucoup baladé et qui a, avant les paraboles et le satellite, il a atterri chez des amis qui étaient au-dessus de Rochetaillé. On pouvait prendre à vue Lyon et on pouvait renvoyer le signal chez nous. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça, avant d'aller au boulot, c'était le mercredi je crois, à 7h30 on se retrouvait avec un copain et puis on parlait cinéma, livres, théâtre, j'adorais ça. De tout ce qui allait sortir, de tout ce qui était sorti, c'était quoi? C'était une mission pour faire découvrir des choses? Tout à fait. Ou pour avoir un petit peu un esprit critique? Non, c'était plutôt pour transmettre. À l'époque, j'allais voir quasi tous les spectacles de la Comédie de Saint-Étienne, donc il y avait de quoi parler. Hein. J'avais tout le background pour faire ça. Mon copain était plutôt Louis-Marie Lacroix, qui à l'époque était journaliste à l'Essor et qui était bénévole comme moi, bien sûr. Lui était plutôt du côté du cinéma. Moi aussi, je parlais de cinéma, donc et j'ai tout de suite adoré ça. Et puis assez rapidement, on a eu plus de temps d'antenne. Quelques mois après, on a eu plus de temps d'antenne. Ça veut dire que les 2 mois étaient prolongés. Les 2 mois étaient prolongés. Ça fait 30 ans que ça dure. Et on a fêté notre 30e l'an dernier. Les 2 mois ont été prolongés. Et puis, ce qui est bien, c'est que nous, on a été les premiers en France à faire ce système-là. Moi, je me souviens très bien avoir écrit aux évêques de la province à l'époque, la province ecclésiastique, pour leur dire « Il faut croire à ce projet ». C'est-à-dire, on n'aura jamais dans tous les endroits des forces suffisantes pour faire une bonne radio 24 heures sur 24. Par contre, si on s'unit autour d'un programme commun fait à Lyon, avec des décrochages locaux, on peut faire une radio de qualité. Parce que commençaient à arriver les grands réseaux, commençaient à arriver les radios commerciales, il fallait qu'on gagne en qualité, en crédibilité. Voilà. Et puis, il fallait que quelqu'un se dévoue pour être président. Je me suis retrouvé président de RCF et j'y suis resté une 30aine d'années. Et au début, ça s'appelait comment Saint-Étienne? C'était Radio Fourvière Saint-Étienne? Voilà, ça s'appelait comme ça parce qu'on s'est appelé au début RCM, Radio Chrétien Média. Puis on s'est rapidement dit que ça n'avait aucun sens. Tout le monde pensait que c'était RMC. Enfin bon. Alors après, on s'est dit, les gens, ils écoutent surtout Radio Fourvière, puisque c'était le programme qu'ils écoutaient. En gros, 22 heures. On avait à peu près 2 heures en total. Hein. Pour dire, on avait une 12aine d'heures de décrochage sur la semaine. Voilà. Donc on a dit, il faut qu'il y ait à la fois Fourvière, puisqu'ils écoutent, et puis Saint-Étienne. Donc on s'appelait Fourvière Saint-Étienne, ce qui est quand même un peu bizarre dans l'esprit. Un peu bizarre, mais voilà. Et puis, grâce à ce modèle, il y a des radios qui se sont créées à Valence, au Puy, à Bourg, à Grenoble, autour de Lyon. C'était quand même assez Rhône-Alpes. C'était Rhône-Alpes, parce que les gens se connaissaient, ils avaient l'habitude de travailler en commun, et puis surtout parce que techniquement c'était possible, puisqu'il fallait que ce programme il arrive par hertz, par fil hertzien, c'est-à-dire à vue, jusque dans ces différents endroits. Peu à peu, ça s'est élargi, on a gagné Dijon, on a gagné Besançon, on a commencé vers le sud, vers Avignon, puis Clermont, vous voyez la carte de France. Et puis en 93, il y a eu le satellite. Donc à ce moment-là, la montée sur le satellite a permis que partout en France, d'autres radios, il y avait des radios chrétiennes dans certains endroits, mais d'autres radios s'agrègent à notre réseau RC, qui ne s'appelait pas encore RCF. Mais quand ça s'est développé, tout le monde a dit on ne peut plus continuer à s'appeler Radio Fourvière, Quimper, où ça n'avait aucun sens. Donc, très démocratiquement, on a fait une grande consultation pour savoir comment on allait s'appeler. Et il y a eu plusieurs propositions, etc. Bon, voilà. Et on est arrivé à RCF. Voilà. Qui veut dire Radio Chrétienne de France, si je ne dis pas de bêtises. Francophone, puisque maintenant
On a des stations à Bruxelles et à Liège. Donc francophone, mais essentiellement en France. Et la base des programmes est toujours de Lyon ou c'est de Paris ? La base des programmes est toujours à Lyon. Toujours et à là, Lyon. ça a été aussi... on entre un peu dans la tambouille, mais c'était assez sympa. Nous, on s'est toujours battu parce qu'on est la province. On est la province. Et quand vous écoutez RCF, c'est pas Paris. Ouais. C'est pas Paris. À Paris, il y avait le cardinal Lustiger, qui avait une belle radio qui s'appelait Radio Notre-Dame, et qui, lui, était absolument persuadé que l'avenir, c'était que dans chaque endroit de France, on rediffuse tout simplement Radio Notre-Dame, avec peut-être 5 minutes de décrochage locaux, comme le font les grands réseaux, vous voyez qui je veux dire, quoi. Et nous, on s'est battu en disant non, nous, on veut produire notre propre programme, on va rester à Lyon, on va agréger les forces de la province, et le programme, qui est le programme commun de tous les RCF, on est 64 maintenant, en France, en Belgique, dans les territoires d'outre-mer, puis sur le net, bien sûr, eh bien, c'est un programme dans lequel il y a beaucoup d'interactions. Nous, on produit des programmes pour le réseau national. Donc, on fait écouter sur la France entière des initiatives stéphanoises. Et on a gardé ce modèle. Est-ce qu'il y a, mis à part le fait que c'est Lyon qui diffuse la majorité des programmes, Oui. est-ce qu'une émission qui est diffusée, qui est construite, qui est diffusée donc à Saint-Étienne, on peut l'écouter sur la fréquence de Quimper, je sais pas, et vice-versa? Est-ce qu'on s'échange des émissions Alors, on s'échange entre nous des émissions, surtout dans la région, Ouais. hein, dans la région Rhône-Alpes. Et puis, on a maintenant quand même on est un réseau important. Hein. Il y a 300 journalistes professionnels ou techniciens professionnels. Donc, il y a beaucoup de sons qui arrivent d'un petit peu partout de France. Et si vous écoutez RCF, vous avez vraiment la pulsation de ce qui se passe de vivant en France, quoi. Hein. Voilà, il y a une très jolie émission, par exemple, à 12h30, qui s'appelle Les Bonnes Ondes. Bah, c'est des initiatives dynamiques, sympathiques, positives, partout, qui viennent de partout, et parfois de Saint-Étienne. Moi, ce que j'aime dans ce côté de la radio, justement, c'est de montrer, de mettre le doigt, je ne sais pas si on peut dire mettre le doigt en radio, Oui. mais c'est d'éclairer des initiatives, des gens, des choses qui se font sur notre territoire. Et c'est un peu à contre-courant de ce que vous dites tout à l'heure de Radio Notre-Dame. C'est qu'un peu, quand on est à Saint-Étienne, on s'en fout un peu de ce qui se passe tout le temps à Paris, quoi. On a envie qu'on nous parle de nous et de notre voisin. Voilà, alors, je pense que nous, le système qu'on a, c'est un bon équilibre. C'est-à-dire qu'on a 4 heures de programme local. Donc, on a quand même le temps. Hein, 4 heures, oui, c'est déjà 4 faut heures, remplir voilà, tous les jours. Hein. Tous les jours. Et hein. le week-end, c'est pareil ou Le week-end, on a un petit peu plus, Ouais. le week-end. Hein, mais on fait beaucoup de rediffusions. Parce que justement, on travaille les émissions, on a des invités intéressants et on pense que c'est bien de pouvoir les écouter, les rediffuser. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ce qui me passionne dans cette radio, et c'est pour ça que quand j'étais à la retraite, j'ai continué à m'y passionner autant, c'est que justement, on passe son temps à rencontrer des gens, puis des gens qui font des trucs invraisemblables. L'été, notre choix, on installe un petit studio mobile dans une commune et on enregistre 10 émissions. 10 émissions thématiques, on parle de sport, on parle de culture, on parle d'association, on interviewe le maire, les chrétiens de la paroisse, enfin, etc. Vous allez dans un petit endroit, mais quand vous commencez à construire, les gens disent « Oh là là, mais on va jamais trouver pour faire 10 émissions ». Puis vous passez 2 heures avec eux, mais c'est que vous en avez 25. Mais bien sûr, ça attire les autres. Ça attire les autres. Et la radio, c'est facile. Alors, il faut que ceux qui donnent la parole soient bons, de façon à mettre en valeur les gens. Mais une fois la première appréhension partie, vous le savez bien, Gilles, pratiquement tout le monde devient bon, parce qu'il parle de ce qu'il aime, de ce qu'il anime, de ce qu'il fait vivre, de ses passions, de ses centres De d'intérêt. toute façon, quand on est passionné, c'est toujours plus facile, c'est toujours plus fluide, j'ai envie de vous dire. Voilà. Hein. Et moi, c'est un bonheur. Je pourrais vous raconter des dizaines d'anecdotes Mais on va vous en demander quelques-unes. je sais pas, mais de gens justement qui osent pas, qui disent mais c'est pas intéressant ce que je fais. Et puis au fil, vous êtes sidérés, quoi. Mais c'est pas, moi, on a reçu, je sais pas, peut-être bien plus d'une centaine d'invités depuis que je suis là avec Philippe. Et c'est pas toujours les gens où on a l'impression que ça va être passionnant qui sont les plus passionnants. Hein. Alors, On a des gens, des moments, on a des sujets, on dit oh, on va pas le faire, on n'a pas envie.
Et puis là, les gens arrivent et puis ils vous expliquent et puis vous commencez à vous intéresser et puis c'est passionnant. Bien à la fin. sûr. Et à la fin, on se dit putain, mais en plus on a appris quelque chose. Bien sûr, C'est bien génial. sûr, mais bien sûr. Alors là, c'est le bon journaliste. Hein. On prépare, on a des infos, voilà. Et puis après, on se laisse guider tout en gérant le temps. C'est assez compliqué le métier qu'on fait, hein, Gilles. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Hein. Ah, non, vous savez, moi je suis quelqu'un qui est toujours dans l'improvisation. Et j'aime beaucoup avoir. J'ai des bases. Oui, mais c'est j'aime la pro. tout comme- à fait. comme je vous l'ai dit Mais chez la radio, vous, forcément, c'est Pour l'impro. moi, la radio, c'est passionnant quand c'est un peu, entre guillemets, le bordel. Alors, c'est pas le bordel. C'est-à-dire, c'est la liberté. Voilà. C'est-à-dire que vous savez pas exactement. Mais écoutez, bon, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait un peu d'études de linguistique, etc. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'oral, c'est quand vous commencez une phrase, vous ne savez pas comment vous allez la finir. Ça arrive souvent. Ça arrive Le souvent. pire, c'est quand vous bloquez au milieu de la phrase, là, c'est Oui, plus mais- compliqué. Dans 3 millions de cas vous allez au bout. C'est-à-dire que vous n'avez pas engrammé dans votre tête à l'avance ce que vous allez dire. La fluidité de la conversation, le fait que vous maîtrisez la langue, va faire que ça va sortir. C'est ce Eh qui est bien, passionnant. C'est ce qui est passionnant. Et c'est la même chose. Seulement, ça veut dire aussi que il faut qu'on arrive à ce que les personnes à qui on donne la parole, qui en général ne sont pas des professionnels de la parole, Ah, mais nous non plus. Hein. je pense qu'on est, On a des réflexes. on est des bénévoles, mais qui faisons professionnellement notre métier. Hein, c'est un vrai. C'est joliment dit. Je pense que c'est ça, parce qu'autrement les gens nous écouteraient pas. Il y a tellement de propositions. Oui, mais il S'ils y a nous pas écoutent- tant de propositions différentes, justement. Oui, C'est ce que je je pense disais que- tout à l'heure. Au lieu de absolument. dire on est des concurrents, moi je dis qu'on est complémentaires. Absolument, tout à fait, bien Parce qu'on sûr. s'adresse peut-être à certaines personnes en commune, mais d'autres qui n'ont Bien pas les sûr. mêmes intérêts. Et c'est un complément finalement. Mais tout à fait, mais absolument. Mais avec un peu la même idée, c'est-à-dire de Donner de la mettre parole, donner la parole, de mettre en avant, puis de être positif. être positif. Nous, notre slogan, Dieu sait si on a beaucoup travaillé avec même une agence de com extraordinaire, c'est la joie se partage. Je me souviens, hein, on était à peu près 250, toutes les forces vives de RCF. On a travaillé pendant 2 ans pour refaire plein de trucs, etc. L'agence de com a travaillé avec nous, nous a accompagnés. C'était des gens qui ne nous connaissaient pas, hein, des filles parisiennes, une grande agence de com. La fille nous a dit, j'ai jamais rencontré un truc pareil. J'en ai vu pourtant des entreprises. J'ai jamais vu un truc pareil. Je vais vous dire maintenant où on en est arrivé. Et j'en ai encore la chair de poule en l'évoquant. Et elle dit, vous allez compter avec moi. Parce que il fallait qu'on trouve un mot. Il fallait qu'on trouve un mot. Clair, simple, compréhensible par tout le monde, etc. Fédérateur. Fédérateur. Et elle dit, on va compter ensemble. 10, 9, 8. Un grand tableau blanc, vous vous rendez compte, tout le monde autour de ça. Tac, la joie. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle est folle. Non, mais c'est bien joué. La joie. On se regarde, bon. Puis elle dit, c'est pas fini, il faut que ça soit une phrase. Alors on a travaillé, etc. Maintenant, regardez bien, la joie, alors c'était sur la gauche de l'écran, il va venir quelque chose. On recompte, 10, 9, 8, paf, se partage. La joie se partage. Alors je me recule du micro, hein, comme si je le voyais encore. On se dit, putain, mais c'est vrai, c'est nous ça. C'est vous, Gilles. Mais tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord. La joie se partage. Je dirais même plus, moi je dirais le bonheur se partage. Le bonheur se partage et la joie et le bonheur se partagent et en se partageant, ils se multiplient parce qu'on le transmet. Alors si on dit multiplier les pains, ça revient très dans le côté catholique. Taquin. Non mais c'est passionnant, c'est vraiment quelque chose de... Et puis en plus c'est quelque chose de finalement... Pas financièrement, ça coûte de l'argent parce qu'il faut Oui, avoir le matériel. mais c'est facile. Mais humainement, c'est quand même gratuit de parler aux gens. Tout à fait. Oui. Et puis la parole, tout le monde l'a. L'écrit, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai travaillé professionnellement sur l'écrit. Je vous assure que écrire, c'est compliqué. J'ai quelques lacunes avec l'orthographe, alors ne m'en parlez pas. Mais pas simplement l'orthographe, mais même. Mais l'oral, surtout avec les gens, les jeunes, et on a une chance formidable, quoi. Et du coup, les rencontres, parce que les rencontres, alors du coup, j'étais embringué, si j'ose dire, avec l'ami Jacques Plaine dans plus d'un titre. On en a fait, on en est à 1200. Et puis, donc il y avait Jean Anderson. avec Jean Anderson, bien sûr. Hein. Moi, je me souviens qu'en 96, donc j'ai été allé quelques enregistrements. C'était à l'époque, c'était au Glasgow.
Absolument. On prenait la 4L derrière et puis on mettait le matériel dans la Tout à voiture fait. et on allait Et on l'installer allait au au Glasgow. Oui, Oui. alors maintenant, bon, on est à l'université, on est assez souvent à la librairie de Paris, et vendredi. Alors, bon, l'émission est début janvier. 2018, mais donc au mois de novembre, on était à l'hippodrome de Saint-Galmier. Là aussi, ça a été une soirée extraordinaire autour des livres, quoi, autour des bouquins. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai aussi découvert par la radio, la rencontre avec les écrivains. Et là aussi, j'ai une liste impressionnante d'écrivains. En 30 ans, je pense que vous avez une sacrée liste même. Oui, c'est vrai. Est-ce que, tant qu'on y est, là, on fera notre pause musicale juste après, est-ce qu'il y a vraiment une rencontre qui vous a marqué, que vous mettez en haut de toute la pile? Toutes ces rencontres de 30 ans. C'est dur? Il n'y a pas quelqu'un qui vous a peut-être ébloui? Quelqu'un qui m'a ébloui par sa simplicité, Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt, immense écrivain. J'avais lu plein de trucs, je le connaissais bien. Et il était invité pour l'inauguration de la librairie de Paris, vous savez, agrandie, magnifique, etc. Je disposais de 25 minutes. Je peux vous dire que j'avais les chocottes. Et alors il se trouve qu'il a été cagné au lycée du Parc et moi je l'avais été bien des années auparavant, donc je lui fais un petit clin d'œil et ça a été 25 minutes d'extrême talent et d'extrême gentillesse. Vous le savez, les vrais grands, c'est ceux qui combinent les deux, c'est-à-dire le talent et l'humanité. Gentillesse, ça fait un peu gnangnan. Mais j'aime bien le mot quand même, ça peut faire, oui, il est gentil, bon. C'est une expression gaga, ça. Il est gentil. Mais vous voyez, cette espèce de simplicité pas feinte, il y en a qui affectent d'être simples, mais ceux qui jouent un rôle. Éric Emmanuel Schmitt, puis alors, dans les écrivains, j'en ai un sacré paquet. Mon dernier coup de foudre s'appelle Gaël Nohan. Je l'ai rencontré à une librairie à Rive de Gier. Voilà. Elle a écrit sur Robert Desnos. Elle a écrit sur un livre à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, parce que je suis pas très lecteur, mais elle a écrit un livre sur une grande entreprise, un grand magasin à Paris qui avait flambé. Oui, ça s'appelle La part des flammes, et c'était l'incendie du bazar de la Charité. Tout à fait. Voilà. Allez, on fait une petite pause musicale, on revient avec les anecdotes, on a parlé de français, on a parlé de Gaga, et là on part avec un chanteur, je crois qu'il est canadien, c'est Léonard Cohen, et il chante Alléluia. On revient juste après et on en parle, et on continue ce dialogue jusqu'à 13h. I've heard there was a secret chord. Vous écoutez Loire FM à Saint-Étienne 100.9. Mes meilleures années, troisième et dernière partie cette semaine, c'est Jean-Claude Duverger. On a parlé de RCF. Et moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Dans les années 80, j'étais très musique, donc je faisais pas tellement attention au contenu, j'allais dire, ou même aux appellations des radios. On a vu apparaître justement à l'époque de Radio Fourvière une autre radio qui s'appelait Radio Espérance et qui existe toujours. Quelle était la différence entre ces deux radios qui, a priori, ont l'étiquette catholique ? Alors, nous, on est radio chrétienne. Ça veut dire qu'on est œcuménique. Donc, on rassemble catholiques, protestants. Il y en a pas mal dans notre région. Ils sont très actifs et très, très partie prenante de la radio, les Arméniens, etc. Et puis aussi d'autres personnes qui adhèrent à notre projet sans être chrétiens pour faire une émission sur la musique classique ou sur le sport. L'essentiel, c'est d'être compétent et d'adhérer à nos valeurs. Et passionné. Et passionné. On l'a dit. Alors, Radio Espérance, le projet est différent. C'est une radio catholique. Je n'en sais que pas énormément. Et puis, c'est pas une radio généraliste. Nous, on est une radio généraliste. 20%, à peine 20% de notre programme concerne la foi chrétienne, au sens très large, avec des émissions d'information, des reportages, des magazines, c'est pas le catéchisme, c'est pas la messe, c'est pas le... Voilà. Mais plus de 80% de notre programme est généraliste, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'économie, à la société, aux entreprises, je sais pas, au sport, à la culture, aux livres, enfin à tout ce qui fait la vie quotidienne des gens. Donc c'est un projet différent. Est-ce qu'il y a des choses qui sont interdites chez vous ? Des interdites ? Sujets, oui, c'est-à-dire des sujets qu'on n'évoque pas ou des choses qu'on met un peu de côté. Parce qu'on a une ligne qui fait qu'on... on a une ligne éditoriale, c'est-à-dire la ligne éditoriale, c'est contenu, la joie se partage. Nous, on est une radio positive,
On va pas mettre en avant de faits divers, on va pas mettre en avant de... Par contre, on est une radio de service et on essaye de prendre du recul. S'il y a, je sais pas, tenez, je vous donne un exemple, parce qu'on n'en est pas loin. Quand on a lancé La Joie se partage, notre nouvelle identité visuelle, on avait fait un travail énorme, c'était le 5 janvier 2015, le jour de Charlie Hebdo. Le jour de Charlie Hebdo. Vous vous rendez compte ? On démarre le programme le matin à 6h du matin avec La Joie se partage. À 11h moins quart, il y a un jeune qui me dit il est en train de se passer des trucs à Paris. Voilà. Bon. On est tous complètement sidérés, quoi. Abasourdis. On refait, on transforme et on dit on continue. Il n'y a pas de raison. Et le dimanche, il y a eu une grande manifestation, si vous vous souvenez, à Saint-Étienne. 70 000 personnes. On a dit, on va y être. Avec les téléphones, on a mobilisé tout le monde, les techniciens, les bénévoles. On était une quinzaine de personnes. Mais on a enregistré avant, dans des lycées, avec des lycéens, avec des profs, avec des représentants de la société civile, des petites pastilles, de façon à ce qu'on ne soit pas que dans l'émotion, qu'on essaye de prendre un petit peu de recul. Et puis on a été avec tout le monde, parce qu'on... Voilà. Et je trouve que là, ça illustre bien ce qu'on essaye d'être. Pas de sujet tabou. Alors, on va pas... on va pas chercher le scandale, on cherche, je dis, des programmes enrichissants. Intéressant et enrichissant. Et pour rester sur la même ligne, parce que je suis toujours un peu provocateur, est-ce qu'il y a des artistes qui passent pas chez vous parce qu'ils ont une connotation peut-être un peu engagée politiquement de l'autre côté ou... Alors engagé politiquement, on n'est pas engagé politiquement, hein. On va pas, si vous voulez, c'est le bon sens. On va pas chercher la provoque. Nos auditeurs. Allez, en gros, je vais vous dire, vous passez pas Michel Fugain avec le chiffon rouge. Ah bah alors j'adore cette chanson. Je vous dis ça parce que c'est la chanson des jeunesses communistes de l'époque. Quand on était à Memory, je vois Philippe qui rigole. On n'avait plus le droit de le passer. Ils avaient tellement peur qu'on le passe, ils l'avaient planqué le disque. Non, alors là aucun souci. Non. Ah ben non. Mais ce qui prouve votre ouverture d'esprit, c'est ce que je voulais souligner, quoi. On fait des soirées électorales par exemple. Tout le monde nous dit que nos soirées électorales pour les élections locales, députés, municipales, élections municipales, conseil départemental, sont les meilleures. On a 2 spécialistes, ils s'appellent nos consultants politiques, qui connaissent parfaitement les dossiers. On a des reporters un petit peu partout, des gens qui nous téléphonent les résultats. Et voilà, et tout le monde prend la parole chez nous sans aucun problème, de Madame Kuckerman à Madame Robert, et puis Monsieur Miss, Monsieur Joannico, je les appelle par Monsieur, ou par Madame, mais il n'y a aucun souci. Non. Donc une radio, on a parlé de joie, mais aussi très fédératrice finalement. Oui, alors c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire nos auditeurs, bon, il y a les fidèles. Hein. Il y a une petite dame qui m'a raconté qu'elle avait installé une ceinture autour de son transistor pour se la mettre autour du cou, de façon à avoir son transistor constamment avec elle quand elle se promenait de pièce en pièce en faisant le ménage, pour pas nous rater une seconde. Alors ceux-là, bon, c'est les groupies. Et puis il y a des gens qui nous écoutent de temps en temps, et puis surtout, la révolution, c'est le site internet. Hein, vous connaissez ça depuis quelques années. C'est un peu le souci moi je suis obligé de tirer un peu Philippe par l'oreille pour lui dire qu'il faut se bouger. Salut Philippe, on lui dit merci, il est derrière les manettes, il est absolument bouger un petit peu pour les sites internet, parce que ça dort un peu du côté de l'ORFM. Et oui, c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut du monde aussi. Il faut du monde, voilà. Alors et puis de la compétence. Voilà, nous on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles qui acquièrent des compétences. Par exemple, notre site est géré par Gérard et Christian, 2 bénévoles qui ont acquis vraiment de la compétence. Et la distribution, la circulation des podcasts est impressionnante, la présence sur les réseaux sociaux. Enfin bon, la radio ne s'écoute plus comme elle s'écoutait il y a 25 ans. Et les podcasts ont changé. Et en plus, pour nous, c'est bien parce que nous, on a des émissions à contenu. Si vous avez qu'un fil musical, c'est pas la peine d'avoir des podcasts. Par contre, si vous avez une émission à contenu, par exemple comme celle que j'ai la joie de faire avec vous, cher ami, 1 heure, si les gens ils ont envie, quand ils voudront, comme ils voudront, ils pourront écouter. Très bien, on revient, je voulais revenir, on a parlé tout à l'heure de l'émission à plus d'un titre, vous parliez des rencontres, vous aviez parlé d'auteurs. Est-ce que c'est difficile de faire venir les gens chez vous ? Parce que moi, je vois que c'est quelque chose de compliqué aussi. C'est de faire... nous, on est, je pense, en notoriété et en audience peut-être un peu plus bas que vous.
Est-ce que c'est toujours facile d'attirer des gens qui viennent à votre micro, dans vos studios et puis sur vos manifestations? Alors, pour à plus d'un titre, c'est Jacques Plaine avec l'association Lire à Saint-Étienne et son extraordinaire réseau. Il n'a pas de souci, il doit avoir un réseau énorme. Voilà, qui s'occupe de la programmation. Ouais. Hein. Voilà, donc on n'a pas de problème. Et je le vois par exemple pour la fête du livre où on est partenaire et où on a reçu cette année 27 écrivains à raison de 17 minutes à 18 minutes pour chacun. C'est pour ça que quand je vous vois faire, je suis un petit peu jaloux. Ça veut dire non, mais ça veut dire les bouquins lus. Ah On oui. est 3, parce qu'autrement on n'y arriverait pas. On est 3, on lit les bouquins et les écrivains reviennent d'année en année parce qu'ils savent qu'on a lu les livres, qu'on s'intéresse. Et voilà, j'ai fait des rencontres cette année invraisemblables, absolument incroyables. Citez-nous en quelques-unes. Alors, il y a sûrement des anecdotes. Est-ce qu'il y a quelqu'un cette année qui a retenu votre attention ou un ouvrage ou la Cette année, on a parlé de Gaël Nohan, quoi. C'est vrai que ce livre sur Death Note est hallucinant parce que elle m'avait dit il y a 3 ans, je suis rentré dans un gros boulot. Le livre fait plus de 500 pages. Il a une presse extraordinaire. Ça va être un best-seller, ce bouquin. Et Death Note, c'est un personnage très étonnant. Elle le connaissait pas trop, elle le connaissait, puis elle l'a découvert peu à peu. Et ça, j'en suis très fier. Elle m'a fait l'extrême gentillesse de m'envoyer les épreuves de son livre quelques semaines avant sa publication. Voilà. Donc voilà, des marques de confiance comme ça vous récompense. Et en parlant de la fête du livre, quel est le rôle de vous en tant que personnage déjà et de RCF dans cette manifestation? Alors nous, on fait 12 heures de direct. Un peu plus de 12 heures avec des écrivains, puis aussi les personnes qui font vivre la fête. Je pense aux organisateurs, je pense aux libraires, je pense aux bibliothèques. Je pense cette année, on a fait quelque chose avec le club franco-allemand puisque c'était l'Allemagne qui était mise en avant. On a fait quelque chose avec la Rotonde puisqu'il y avait aussi beaucoup de choses autour de la formation scientifique. On a fait quelque chose avec Jean Mad à propos de Métamorphosis, ce merveilleux petit théâtre d'illusion qui se trouve à Saint-Étienne. Voilà, et qui était intervenait aussi pour la fête du livre. On a fait quelque chose avec la comédie de Saint-Étienne. Est-ce que à votre niveau et avec votre puissance, même si elle n'est pas si énorme ou si petite, je ne sais pas comment on peut la classer, est-ce que vous pouvez influencer en disant on aimerait bien voir tel auteur à la fête du livre? Non. Ou alors vous n'avez aucun mot à dire? Non, le choix est fait par Isabelle Rabineau et son équipe et c'est un excellent choix. Une fois que le choix a été fait, c'est Jacques Plaine qui s'occupe de contacter les attachés de presse et les écrivains pour constituer le plateau en fonction de la disponibilité des écrivains. Cette année, par exemple, on a eu Didier Decoing, l'extraordinaire, un monsieur gentil, d'une simplicité. On a eu très souvent Bernard Pivot, de Serge Chalandon aussi, qui est un homme extraordinaire, qui est devenu un ami. Non, c'est des belles rencontres, c'est sûr. La fête du livre, pour être complet, est-ce que c'est un format qui est bien adapté à ce que Jacques Plaine voulait à la base, ou c'est quelque chose qui a évolué Ça a évolué. Et qu'on pourrait retoucher, il y aurait des choses à corriger? Ça a évolué, non, je trouve que Isabelle Rabineau est quelqu'un de formidable, qui a bien compris Saint-Étienne, et un signe, cette année, c'est Jacques qui l'a fortement influencé, il y avait 50 bénévoles qui, sur les 3 jours, ont pris en charge les écrivains. Je peux vous dire qu'ils sont touchés. On les récupère à la sortie du train, on les emmène à leur hôtel, on les véhicule à droite et à gauche, on va leur chercher un petit café. Non, c'est chouette. J'ai fait un petit clin d'œil, j'ai fait une rencontre formidable avec quelqu'un de très très gentil. C'était Louise Ekland qui fait de la télévision. Tout à fait. Oui. Qui est d'une gentillesse. Tout à fait. Et c'est un peu le paradoxe aussi, c'est quelqu'un qui fait de la télévision et j'ai l'impression qu'il y a une certaine timidité en elle. Elle est toute gentille, Absolument. Et qui reviendra bientôt dans la région, elle m'a dit. Une rencontre formidable aussi, c'est Ella Epitre. Ouais. Ella Epitre qui vient de sortir un livre chez Gallimard, mais qui est un chef-d'œuvre, qui coûte que 35 €. Alors faites-vous plaisir. Vous dites 35 €, mais faites-vous plaisir pour Noël, offrez-le. Là aussi, Ella est absolument adorable. Et alors, quand on sait que c'est des artistes qui maintenant mondialement sont connus, à Saint-Étienne, on a de quoi être fier. Est-ce que vous qui êtes au contact justement de tout ce mouvement, de toute cette population stéphanoise qui bouge, est-ce que vous sentez aussi qu'il se passe des choses à Saint-Étienne? Est-ce que vous sentez qu'on va de l'avant? Est-ce que parce qu'on a ce paradoxe de se dire que à Saint-Étienne on est des Bossaignes? On a toujours l'impression, nous les Stéphanois, de se dire qu'il se passe rien. Arrêtons, et les gens de l'extérieur ont une autre image de nous. Bien sûr. Donc vous aussi, vous avez cette sensation que ça bouge à Saint-Étienne. C'est absolument évident.
Saint-Étienne est d'un dynamisme invraisemblable. Mais il suffit de, je sais pas, regardez vos programmes, regardez les nôtres. Tous les lundis matins à 9h, on se retrouve à peu près 25 pour regarder les plannings, pour voir les émissions, pour voir des sujets. Mais on se morfond parce qu'on n'a pas assez de place Voilà. pour tout ce qui se passe de passionnant. J'allais vous dire, il faut pousser les murs, mais comme on est en radio, il faut pousser les heures alors. Un mot finalement, Jean-Claude, pour conclure cette émission, Mes meilleures années. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, quelque chose que vous voulez rajouter? Moi, je suis, ma personne n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, mais c'était un prétexte. Oui, c'était un prétexte. C'est l'équipe de RCF, une équipe invraisemblable. Vous êtes combien au total? Alors, il y a 5 permanents, mais qui ne sont pas tous à mi-temps. Hein. C'est l'équivalent de 3,25 temps plein. On est une quarantaine d'un noyau très actif. On a un club de partenaires. On a à peu près 80 à 100 personnes qui gravitent autour de la radio. C'est une vraie famille avec des gens tellement différents, puis surtout qui ont appris des métiers et qui font un boulot. C'est vraiment une famille. Très bien, alors pour les auditeurs de Loire FM, si vous avez le temps, vous tournez un petit peu le bouton et puis vous allez sur Saint-Étienne, c'est 94.7. Merci. Et puis Merci, vous avez fait pareil chez vous, donc il faut faire. C'est ça la complémentarité. Absolument. Et puis également le site internet RCF. Et puis RCF.fr. la page Facebook et tous les réseaux. La page Facebook, Twitter et le site internet. Vous allez sur RCF.fr et puis vous choisissez surtout Saint-Étienne après parce qu'il y a le choix entre 63 radios locales. Très bien. Merci beaucoup Jean-Claude Duverger. Bon retour dans vos locaux de RCF qui sont au passage magnifiques. On vous souhaite bon vent. Merci Gilles. Bon vent à vous. Beaucoup d'émissions, beaucoup de joie à partager. On termine avec votre dernier choix musical, c'est Maria Callas et la chanson ou le thème c'est Norma. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir Jean-Claude. Merci. Et merci à Philippe derrière les mallettes.